Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, je m'étais dit en me levant ce matin que j'allais vous faire un nouveau top. Je savais pas exactement encore sur quel genre par rapport à toutes mes écoutes de 2025. Et bon, j'ai mis mon t-shirt Stratovarius et je me suis dit, je vais faire le top power metal. Donc voilà. Aujourd'hui, top power metal, toutes sorties confondues dans le genre en 2025. Et il faut reconnaître qu'en 2025, du power metal, j'en ai écouté pas mal. Autant je suis toujours très exigeant avec ce genre, parce qu'il y a à boire et à manger, il y a bien plus de groupes chiants qui en copient d'autres ou qui sont juste pas très bons, que de groupes qui tirent réellement leur épingle du jeu. Et je suis d'autant plus exigeant que c'est un genre dont je suis en principe extrêmement fan. Ça reste, comme je le dis souvent, le premier sous-genre de métal que j'ai écouté quand j'étais enfant. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'y suis très attaché. Mais en même temps, on ne fait pas bouffer de la merde si facilement, quoi. Alors, en l'occurrence, je trouve que 2025 a été une plutôt bonne année pour le power metal. Et preuve en est, ceci est, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, un top 18. C'est pas mal quand même, je trouve. Donc on va passer ensemble sur 18 albums de power metal et apparentés. Vous allez voir qu'il y aura quand même un petit peu de variété dans tout ça, que j'ai bien apprécié au cours de l'année passée, dont certains que j'ai vraiment poncé, mais un max. J'espère que vous allez y trouver des choses qui vous plairont, et dans tous les cas, comme d'habitude, en commentaire et dans la description de cette vidéo, vous allez avoir une playlist avec des extraits de tous les albums dont je vous parle. N'hésitez pas vous aussi à me partager des titres de groupes, d'albums, de morceaux de power metal sortis en 2025 que vous avez appréciés, et c'est au plaisir d'en discuter sous la vidéo. Bien, je commence avec un groupe qui fait moins du power metal qu'à l'époque, donc on pouvait se poser la question de le faire apparaître ici ou non. Mais bon, je le mets, c'est un groupe français que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Dark Tribe, qui nous vient de Nice. Qui est un groupe que moi j'ai eu l'occasion de voir en concert il y a une bonne dizaine d'années à Dijon, qui sont revenus au dernier Rising Fest là en octobre dernier, que je n'ai pas pu voir parce que je bossais. Et même si je suis bienvenu au festival, je suis arrivé juste après qu'ils ont fini leur set, pas de bol. Et donc sur ce concert-là, ils défendaient ce qu'allait être leur nouvel album qui en octobre n'était pas encore sorti puisqu'il allait sortir juste peut-être 3-4 semaines plus tard. C'est donc un album qui s'appelle Forgotten Reveries, avec cette pochette un peu grise comme vous pouvez le voir, qui... si on peut apparenter ça un petit peu quand même à un genre de heavy power metal, c'est entendable, c'est quand même un groupe qui a maintenant, je trouve, troqué cette casquette-là pour bien plus proposer quelque chose de prog. Et à titre personnel, j'avais pas trop aimé leur précédent album, qui s'appelait Voici l'homme, qui est sorti en 2020. Mais j'ai quand même écouté celui-ci parce que notamment je savais que le groupe allait repasser par Dijon. Et bon, il y a quand même des trucs, moi j'aime bien leur premier album par exemple, c'est peut-être parce qu'ils parlent de baleines, truc un petit peu sous la flotte, mais j'aime quand même bien ce groupe, donc je voulais voir ce que ça allait donner. Puis ils ont un nouveau batteur aussi depuis 2023, qui est donc sur cet album-là, qui est Guillaume, ou de son pseudonyme Abbott, qui joue dans Darkenhold aussi, avec qui j'avais eu l'occasion de discuter avec son autre groupe récemment, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne. Et bon, voilà, c'était l'occasion de se remettre un petit peu quand même dans ce groupe-là que j'avais en vérité pas écouté depuis un certain temps parce que, comme je vous disais, je n'avais pas trop accroché à leur précédent album. Celui-là, je le trouve meilleur, très clairement. Moi, je passais un bon moment avec, mais résolument plus un album de prog metal que de power dans cette peut-être version-là du groupe. Toutefois, je vous le recommande tout à fait parce que ça reste un petit groupe français qui fait des trucs plutôt sympas. Et je suis sûr qu'il y a des gens parmi vous à qui cela plaira. Je continue cette fois-ci avec un groupe japonais. Vous connaissez mon affection pour cette scène-là, donc je suis obligé de parler d'un certain nombre de groupes japonais. Un groupe que j'ai découvert cette année,
du coup en 2025, qui s'appelle Schoenberg, je crois que ça s'appelle, je sais plus comment se prononce le nom de ce type. Schoenberg est un compositeur qui vient, je crois, de Autriche, oui, il est autrichien, Arnold Schoenberg, et qui faisait de la musique, on va dire classique moderne, un peu chelou au XXe siècle. Et bon, si je suppose que les Japonais en question apprécient ce type pour avoir exploité son nom pour leur groupe, on n'est pas tant sur des influences de musique classique du XXe. On est plutôt sur des trucs voire un peu baroque et tout, des trucs plutôt romantiques, puisque on est là avec Schoenberg sur très littéralement un genre de power sympho qui est franchement pas mal. Donc cet album-là, disais-je, s'appelle Resurrection Sigma, c'est leur 4e, et on sent voilà ces influences néoclassiques et même un peu des reprises de petits bouts de morceaux connus, hein. Bon, par exemple, celui que je vous mets là dans la playlist reprend l'étude révolutionnaire de Chopin, hein, vous l'entendrez bien. En tout cas, si vous connaissez pas le morceau, c'est un morceau de piano au départ, mettez-le à côté et puis ensuite vous allez faire le lien direct. Mais si on le connaît, on l'entend tout de suite. Et c'est pareil pour les autres rêves qu'il peut y avoir sur l'album, c'est des trucs, quand on les connaît, on les entend et c'est intégré dans les compos. Et c'est plutôt bien fait. Je trouve l'album un peu inégal, je peux pas dire qu'il m'est pleinement satisfait, mais je l'ai quand même écouté pas mal et puis il y avait 2-3 trucs qui m'ont bien plu dessus. C'est peut-être, on va dire, dans le registre du perfectible, peut-être un peu sur la prod aussi, mais dans l'ensemble, j'ai bien apprécié. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou d'oreille à ce Schoenberg japonais, Resurrection Sigma. Je pars du Japon, même si je vais certainement y revenir à un moment donné, et là je vais en Serbie, avec un groupe qui s'appelle Numenor, qui est un groupe de power metal du coin, qui a toujours cette petite tendance à ajouter de façon assez diffuse des éléments un peu de black metal dedans, voilà, on va dire un peu power black, plus power que black metal clairement, mais ce côté un petit peu extrême se ressent ici et là. Le chant est souvent doublé avec aussi un chant black derrière, de temps en temps des occasionnels riffs de black, voire un petit blast, bon, c'est plutôt agréable. Alors Numenor, comme le nom du groupe l'indique, et peut-être comme le nom de l'album l'indique, qui s'appelle Runes of Power, ça parle quasi exclusivement du Seigneur des Anneaux, ce qui ne me gêne pas, puisque c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. Ce sont aussi, et pour le côté power metal, très clairement, d'énormes fans de Blind Guardian. Je le dis comme ça, mais le précédent album de Numenor, sorti en 2023, dont le nom ne revient pas tout de suite, c'était un album de covers, avec 10 covers de Blind Guardian. Donc on va dire que le fanboyisme est là. Maintenant, si je vous dis que sur un des morceaux de l'album, là, il y a Hansi Kursch de Blind Guardian en guest, bon, pas de surprise. Je crois même pas me planter en disant que dans certaines rééditions récentes d'albums de Blind Guardian, le type qui est derrière ce groupe Numenor est un peu peut-être perçu comme le fan international #1 de Blind Guardian, et il a écrit des trucs pour mettons les liner notes de certaines rééditions, et je crois peut-être pour le dernier enregistrement aussi de leur album de 92, Somewhere Far Beyond, pardon, ça me revenait pas. Mais il faudrait que je vérifie, parce que j'ai pas la nouvelle version, je l'ai écouté, j'ai l'original, mais je l'ai pas en physique, donc je saurais pas vous dire ce qu'il y a dedans, il me semble avoir vu passer cette info. Enfin bref, Numenor, c'est du bon power metal, ça vient de Serbie. Serbie, c'est pas le pays où on a le plus de groupes de métal qui sortent, hein, tout genre confondu. Je peux pas dire que je connais 1 million de groupes qui viennent de Serbie en vérité. Numenor fait depuis longtemps déjà du plutôt bon power metal. Moi j'écoute ce groupe depuis, ça doit faire au moins une dizaine d'années, sans doute un peu plus que je connais ce groupe-là, vu que je suis toujours très bon public avec la fantasy, avec Blind Guardian, avec le Seigneur des Anneaux. On va dire que c'est le genre de choses, ça marche bien et très facilement pour moi. Voilà, je suis très clairement le public cible. Et vu qu'en plus c'est un projet qui propose ces petites influences black et que, même si j'écoutais du power metal à 12 ans, la force des choses a fait que je suis devenu un de ces connards de blackeux. Donc finalement, il y a quelque chose en plus qui me parle bien dans tout ça, quoi. Ensuite,
Je vais vous parler d'un groupe qui s'appelle Scarlet Requiem. Bon, c'est plus probablement un projet solo fait dans la chambre d'un type dont on sait d'ailleurs pas grand chose. Parce que on sait pas d'où provient le groupe et on n'a pas le vrai nom, mettons, de la personne. Je crois qu'il utilise un pseudonyme, genre Andrew, je sais pas quoi. Ça a sorti un premier album, je suis tombé dessus un peu par hasard, parce que la pochette que vous pouvez voir là, donc l'album s'appelle Precious Gemstone of Graceful Charm and Elegant Beauty. C'est beaucoup trop long, en plus un peu répétitif. Et en fait, avec le style visuel et un petit peu voilà, cette verbosité dans le titre, j'ai fait ouais, ça ressemble, avant même d'écouter vachement à ZMF, qui est un groupe de, on va dire, power néoclassique, death mellow japonais. Dont j'avais d'ailleurs parlé dans un top l'année dernière, puisque j'aime beaucoup ce truc-là, et quand ça sort des trucs, en général, je suis amené à un moment donné à en discuter. Et je me suis pas planté, hein, très clairement, c'est un mec, c'est quelqu'un qui est hyper fan de ZMF, qui fait sensiblement la même chose, un petit peu en secret dans sa chambre, sans dire qui il est ni d'où il vient, hein, c'est sorti en indépendant. C'est assez rigolo parce que bon, dans ZMF, c'est vrai aussi, il y a ce délire un petit peu gothique et un peu visual kei dans les visuels, et un truc un petit peu très rouge qui peut rappeler des trucs comme Castlevania des fois, et je l'avais déjà dit ailleurs, mais c'est assez drôle de voir tous les groupes qui peuvent être inspirés de trucs un petit peu à la Castlevania avec des vampires ou autres. Et là, c'est vachement marrant parce que Scarlet Requiem c'est inspiré d'un jeu inspiré de Castlevania. Donc c'est le niveau encore au-dessus, quoi. Progression logique peut-être. S'il y en a à qui ça parle, moi je connais de nom mais j'ai pas joué à ce jeu-là. C'est inspiré d'un jeu qui s'appelle Komajore Emilia Scarlet Symphony, qui est un hommage qui s'apparente presque au plagiat de Castlevania. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, donc Scarlet Requiem, c'est donc sans surprise un mélange de death mellow, power metal néoclassique, dans la lignée de trucs avec énormément de leads, que ce soit de guitare et de clavier, avec ce côté un peu musique de jeux vidéo. Et dirais-je un peu comme pour ZMF, d'une certaine manière dans l'héritage de Children of Bodom, mais en envoyant tout beaucoup plus loin. Et en beaucoup plus peut-être branlette de manche, certains diront. Je reconnais que je suis bon public avec ça, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais pour ma part, j'ai passé un bon moment avec Scarlet Requiem, même si ça relève pas tant de l'inspiration de ce groupe ZMF que vraiment je fais la même chose, quoi. C'est un premier album, et en tant que premier album pour un type tout seul c'est vachement bien, mais c'est vrai que ça pique plutôt l'identité de quelque chose qui existe déjà, que ça propose sa propre mouture du truc. Après, à la limite, ZMF est pas du tout un groupe connu, donc personne s'en rendra compte, et c'est peut-être pas si mal qu'il y ait quelques groupes qui officient dans un style comme ça, plus qu'un seul ou deux, quoi. Je perçois pas ça forcément comme un problème, mais il est certain que, surtout vu la qualité finalement de ce truc, que il va falloir que la personne derrière bosse un petit peu dessus et peut-être ajoute un peu plus de ses propres idées, puisque là on est encore dans un truc qui est très bien et qui présage du bon, mais qui a un petit peu l'immaturité de je vais faire comme les trucs dont je suis super fan. Mais c'est normal de commencer par là, et je pense qu'il y a des choses sympas qui vont arriver à Scarlet Requiem dans le futur, en tout cas je l'espère. Bon, on était sur quelque chose d'inspiration très clairement d'éléments de scène japonaise. Maintenant on retourne véritablement au Japon avec Hisaki. Hisaki qui est le guitariste de groupe de power metal néoclassique visual kei japonais très connu, hein, à savoir Jupiter et Versailles. Je pense que s'il y en a qui s'intéressent à cette scène un petit peu pop, J-rock, J-metal japonaise, c'est des noms que vous connaissez forcément. Avec le côté néoclassique de ces groupes-là, les guitaristes dedans sont des gens
très compétent. Et Hisaki a une carrière solo depuis longtemps déjà, même deux en soi parce qu'il a deux groupes solo. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui font ça, mais bref, ce type a deux groupes solo. Un qui s'appelle Hisaki tout court et l'autre qui s'appelle Hisaki Grace Project. Donc bon, bah faut pas les confondre. Les deux sont actifs actuellement, même si Hisaki Grace Project n'a pas sorti quoi que ce soit depuis bien 15 ans. Mais il a été réactivé il y a quelques années, donc ça peut ressortir des choses en principe. Et c'est le Hisaki tout court qui lui est resté actif quand même pendant tout ce temps-là. Et il a sorti un EP qui s'appelle Eidolon. Bon, bah, vous voyez sur la pochette, on est dans l'esthétique de ces groupes-là avec, comme on le voit souvent dans le visual kei, très inspiré d'une romanticisation d'une renaissance française avec des choses qui sont à peu près tout sauf réalistes, mais qui sont quand même assez rigolotes à voir. Bah, c'est un EP pour le coup, qui doit faire une vingtaine de minutes. En instrumental et ça shred, ça shred, ça shred, ça shred, ça shred, ça shred et ça shred. Donc encore une fois, faut être bon public avec la branlette de manche et c'est mon cas. Moi j'adore ce genre de truc et en plus, sans pouvoir la décrire aussi bien que je le souhaiterais, même sans pouvoir la décrire tout court, j'ai toujours été friand de la patte japonaise, un petit peu toujours on va le plus loin possible, très over the top. Jusqu'à ce que des fois ça puisse même friser le ridicule, que l'on retrouve dans beaucoup de groupes de métal japonais, que ce soit dans des trucs, on va dire, plus proches de métal classique, comme dans des trucs extrêmes. C'est vrai que le Japon a été ma source de passion musicale pendant un peu toute ma vie, c'est toujours vrai aujourd'hui, entre BO de jeux vidéo, mes premiers amours dans le métal. Alors, le premier groupe de métal que j'ai écouté, c'est Galnerius, quand j'avais 12 ans, qui est un groupe de power metal néoclassique japonais. Vous savez tous très bien que mon groupe préféré c'est Psy, donc un groupe de black metal avant-gardiste japonais aussi. Et j'adore la scène japonaise de toute façon, quoi. Donc je suis facilement sensible à tout ce qui sort de là-bas, pour des raisons que je ne saurais bien décrire, mais ils ont des trucs qui marchent avec moi. Bon, en tout cas, si vous aimez le power metal néoclassique et si vous appréciez les trucs instrumentaux qui shred de ouf, allez écouter des trucs comme ce que propose Hisaki, hein, c'est un petit peu la version instrumentale et over the top de trucs comme Cacophonie, des trucs un petit peu shred shrapnel des années 80. On est un peu dans cet héritage-là d'une manière ou d'une autre avec la sauce japonaise, très clairement. Ensuite, je reviens en Europe, et là je pars en Grèce avec un tout nouveau groupe qui s'appelle Stygian Path, que j'ai découvert l'année dernière, puisqu'ils ont sorti leur premier album en indépendant, il s'appelle The Lore Keeper. Le nom était cool, le nom du groupe comme le nom de l'album, la pochette je la trouve splendide, et je me suis dit, ouais ça va être bien. C'était trop bien. On est dans le registre du heavy power épique, avec quand même de vraies influences de Blind Guardian et un côté avec beaucoup d'intégration de guitare acoustique qui peuvent rappeler aussi justement des morceaux acoustiques de Blind Guardian d'ailleurs, hein, très clairement. Ça marche, mais alors super bien. C'est de la high fantasy comme j'apprécie. Et s'il y a des groupes de power metal qui peuvent vous donner envie soit de retourner sur votre console et jouer à des RPG d'Heroic Fantasy, ou simplement d'aller sortir avec votre épée et d'aller combattre des dragons, ou des magiciens, ou des liches, ou ce que vous voulez, des gobelins, peu importe, ou d'aller explorer des donjons, voilà, là on est dans le bon registre. Et je reconnais que ça m'a toujours énormément parlé. C'est d'ailleurs une des raisons principales, même si c'est le hasard qui a fait que j'ai écouté du power metal en premier dans le metal, c'est quand même pour ça que je suis bon public avec ce genre-là, parce que des dragons et des donjons, je vais peut-être le dire dans l'autre sens, hein, parce que clairement donjons et dragons y est pour quelque chose, ça me cause quoi, hein, c'est le genre de choses avec lesquelles j'ai grandi à divers aspects, au travers de jeux vidéo, de bouquins, de films, de jeux de rôle et de musique quoi, bref. Stygian Path, très très bon début. Là pour le coup, je disais pour quelque chose comme Scarlet Requiem, ça a peut-être pas son identité propre, mais là par contre, Stygian Path, autant je disais il y a des influences Blind Guardian, mais c'est son propre truc.
et c'est vraiment vraiment bien. Ce serait cool qu'ils signent sur un label parce que c'est un petit groupe qui mérite que l'on s'attarde dessus. Vraiment une de mes surprises les plus cool en termes de nouveaux groupes qui sortent son premier album et avec des gens finalement qui sont jeunes, qui n'ont pas vraiment d'autres groupes et c'est vraiment leur premier truc quoi. Parce qu'on peut discuter d'autres groupes qui sortent leur premier album, mais en fait on parle de gens qui sont dans la scène depuis 20 ans et qui sont déjà des experts voilà, de la chose. Là c'est pas le cas a priori. Enfin bref. Stage Path, très bon, allez écouter ça. Et je continue aussi avec un projet qui nous vient du Brésil cette fois-ci et qui sort aussi son premier album. Lui, je pense quand même qu'on est sur quelqu'un qui avait des contacts. Je connaissais pas, mais bon, c'est un truc qui s'appelle Hall of Gods. Donc un nom un poil pompeux et un titre d'album un poil pompeux aussi, puisque celui-ci s'appelle A Tribute to the Gods of Music. Bon bah quand on regarde la pochette en fait on voit un piano au milieu en gros plan, forcément avec un nom comme ça va être un truc néoclassique, c'est le cas, c'est du heavy power néoclassique. Et je sais pas si vous voyez, c'est petit, je suis désolé, hein, mais les têtes, il y a des espèces de têtes qui flottent au-dessus du piano là comme ça. C'est tout bête, hein. Hall of Gods, donc dans ce premier album, on va dire que c'est un album de covers réinterprétés, parce que c'est pas des covers purs et durs, il y a quand même beaucoup de boulot pour les réarranger, et aussi pour ajouter du chant dessus notamment. Donc ces 4 têtes, disais-je, ce sont des têtes de compositeurs un poil connus, voilà. Donc les morceaux que l'on a, on a Mozart, on a Beethoven, on a Tchaïkovski et on a Edvard Grieg, donc on reprend des pièces de ces musiciens-là et on en fait un truc de heavy power néoclassique qui marche vraiment bien. La personne derrière fait tout. Tous les instruments. La seule chose qu'elle ne fait pas, c'est le chant. Et c'est pour ça que je disais que cette personne a certainement des contacts, tout simplement parce que autant il y a quelques personnes issues de la scène brésilienne qui sont au chant, mais il y a aussi un sacré paquet de rockstars, genre Snowy Shaw, qui a sa carrière solo où il chante, mais qu'on a connu comme batteur dans Merciful Fate par exemple, Ronnie Romero, qu'on a connu dans Rainbow, ou Ralph Shippers de Primal Fear. Donc on est sur des rockstars quoi. Et bon c'est cool, tant mieux pour lui. Et en vrai l'album est vachement bien et moi je me souviens je l'écoute et je partais du principe que ça allait être du heavy power néoclassique et je fais ah non mais ce morceau là attends je le connais, puis celui-là aussi, parce que j'écoute beaucoup de musique classique donc j'ai facilement les références dans ce genre de trucs. Et c'était cool quoi, c'était vraiment vraiment cool, je reste un grand fan de musique classique aussi. Et je vais toujours être bon public de choses comme ça, de gens qui vont reprendre avec des instruments électriques ou même n'importe quel autre instrument qui n'était pas dans les compos originales et faire un truc avec, je serai toujours bon client. Et là on a quand même pas mal de travail dessus pour réarranger et pour chanter par-dessus, c'est cool, vraiment. Je sais pas si ça a vocation à produire d'autres choses parce que là on est dans le registre de l'hommage, c'est quelqu'un qui dit je vais sortir un album en hommage à des compositeurs très connus et voilà. Après on peut en faire plein parce qu'on manque pas de compositeurs qui ont fait des trucs ouf et qui indéniablement peuvent avoir une influence notoire sur la scène métal et des tas de musiciens dans le heavy, le power, même dans le black aussi si vous voulez. Donc pourquoi pas, on verra bien. On verra bien. Je continue avec Labyrinth, qui pour le coup est un vieux groupe que je connaissais de nom et que j'avais jamais vraiment écouté. Labyrinth est un groupe qui existe depuis le début des années 90, qui nous vient d'Italie, un peu la terre sainte du power metal, avec tout un paquet de groupes comme ne serait-ce que Rhapsody, qui sont les fers de lance peut-être de tout un mouvement, enfin en tout cas qui font partie des fers de lance de tout un mouvement. Et d'ailleurs Labyrinth qui au tout début, peut-être premier, deuxième album aussi, je sais plus si c'est déjà le cas, s'il était déjà parti ce deuxième, mais bon, premier chanteur de Labyrinth sous ce nom-là, parce qu'il y a eu d'autres noms avant, c'était Fabio Lione, quoi, voilà. Enfin bref, Labyrinth, c'est du power sympho prog. On va dire que dans l'absolu, c'est quelque chose qui pourra plaire à des gens qui peuvent être à la fois fans justement de Rhapsody et de Dream Theater.
On est vraiment entre les deux. On est sur un album avec un titre un peu long qui s'appelle In the Vanishing Echoes of Goodbye. Il est sorti en janvier 2025, donc ça fait déjà plus d'1 an. Et bon, je l'ai écouté un peu par hasard, parce que vous savez le problème de beaucoup de groupes de power et aussi de heavy, un problème qui a commencé à apparaître toute fin des années 90, début des années 2000, c'est cette propension à faire des pochettes avec, on va dire, de la modélisation 3D, de la CGI que je trouve vraiment pas jolie. Bon, on va pas partir sur des trucs comme Dance of Death de Iron Maiden, ça c'est un peu le summum du mauvais goût dans ce genre-là. Mais encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de groupes de prog, de power, qui font des pochettes qui sont pas jolies. Et c'est con parce que finalement il y a quand même une esthétique derrière ce type de pochette qui s'est créée et qui s'est maintenue, alors que c'est pas facile de faire des jolies pochettes comme ça. Bon, là celle de Labyrinth, je la trouve pas hideuse, mais je la trouve pas extraordinaire non plus, quoi. Donc je l'ai écouté un peu en mode ouais, on verra bien. Puis en fait, après, en me renseignant vite fait sur le groupe, c'est quand même un groupe un peu culte finalement, même s'il n'a pas eu la même notoriété que d'autres groupes de power metal qui viennent de Scandinavie ou d'Italie. Je dis bon, allez, on va l'écouter. Je fais ah, en fait, c'est bien. Et ce qui fait que j'ai écouté quelques morceaux d'autres albums, et c'est vrai que en fait, ce groupe-là est vraiment pas mal. Mais c'est un groupe que j'ai pas découvert quand j'étais gosse, donc je suis complètement passé à côté. Donc cet album-là, je l'ai trouvé vraiment bien. Pour les gens qui connaissent le groupe, à vous de me dire si vous trouvez que c'est plus ou moins bien par rapport au reste de leur discographie. Ça reste un groupe qui a plus de 30 ans de carrière. Et clairement, je n'ai pas tout écouté, je ne connais pas tout. Et il y a peut-être des albums dans leur discographie précédemment qui sont mieux, je sais pas. Mais celui-ci, je l'ai trouvé très bien. Donc encore une fois, si vous aimez le power prog, allez-y. Je pense que ça devrait vous plaire. En tout cas, moi j'ai passé un agréable moment en sa compagnie. Pour la suite, je reste en Italie avec le nouvel album de Trick or Treat. Trick or Treat, qui est un groupe qui existe depuis une grosse vingtaine d'années maintenant, était un projet qui était un petit peu un tribute à Halloween au départ, qui s'est transformé à proprement parler en groupe à part entière avec ses propres thèmes. Et bon, aussi dans Halloween, vous savez, il y a ce côté les citrouilles, voilà, et donc cette blague sur Halloween tout bêtement. On va dire que Trick or Treat ont poussé le bouchon un peu plus loin, puisque bon, ils reprennent cette esthétique d'Halloween. Trick or Treat, c'est les bonbons ou un sort, comme on dit en français. Donc c'est aussi associé à ce folklore-là. Mais eux, contrairement à Halloween, pour le coup, sur tous leurs albums, vont explorer de façon assez cartoonesque, assez fun, c'est vraiment sympa à écouter, c'est très très chill, des éléments, voilà, un petit peu fantômes, zombies et trucs, on va dire un peu gothique sur le principe, sans jamais aller dans l'horreur. Ils sont pas là pour faire peur ou quoi que ce soit. Ils sont là plutôt pour avoir une approche assez fun et voire humoristique, et on s'en rend compte avec cet album-là. Il s'appelle Ghosted. Ghosted, bon, on a les fantômes avec Ghost dedans, et on voit très bien sur la pochette qu'il y a ces espèces de fantômes qui sont sur un téléphone, sur un smartphone. Ghosted, je rappelle, bon, vous savez ce que veut dire se faire ghoster sur les réseaux sociaux ou les applis de rencontre. Ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça plutôt bien joué, je trouve que la pochette sert bien ce jeu de mots. Donc par défaut, j'étais déjà conquis juste par le titre et la pochette, je trouvais ça marrant. Et Trick or Treat, c'est un groupe que j'avais jamais beaucoup écouté, et en fait j'aurais dû, parce que je connaissais leur chanteur, c'est Alessandro Conti, qui est un excellent, mais alors excellent chanteur, et je savais déjà que c'était un bon chanteur. Moi j'avais écouté, c'était le chanteur de la version de Luca Turilli de Rhapsody, quand vous savez, parce que Rhapsody c'est ce groupe où tout le monde se barre et fait son Rhapsody en son propre nom. Donc il a été le chanteur de Luca Turilli's Rhapsody. Il a fait un album collaboratif avec Fabio Lione aussi, que j'ai d'ailleurs quelque part derrière. Et aussi, depuis quelques années maintenant, c'est le chanteur de Twilight Force. Et j'ai vu Twilight Force en concert l'année dernière, et c'est là que j'ai eu putain, mais ce chanteur c'est une bête. Il est monstrueux. C'est vraiment un des meilleurs chanteurs que j'ai vu sur scène dans ce registre-là.
Et donc cet album Ghosted, donc on est sur du power metal mélodique, très catchy, très fun, avec des histoires de fantômes assez rigolotes, avec occasionnellement des choses plus intéressantes au niveau du chant, même quelques blast beats ici et là pour rigoler, vraiment l'album est super fun. Je suis pas le genre de personne qui parle beaucoup de musique fun, mais là pour le coup, pour ce top, on y est quand même pas mal, donc profitez-en. Donc allez écouter ce nouvel album de Trick or Treat, c'est vraiment très cool. Comme d'ailleurs plusieurs albums dont je parle aujourd'hui, ça sort chez Scarlet Records, qui est un label qui vient de Milan, où il y a beaucoup de power metal qui sort, hein. C'est le genre de label. Scarlet Records, Frontiers, il y a plusieurs albums qui viennent de là dont je parle aujourd'hui. Après, sinon, forcément, du power metal, on en a sur des plus gros labels type Nuclear Blast ou Napalm, hein. Mais on va dire en label spécialisé, il y a des trucs pas mal chez eux. Et évidemment, c'est italien. Enfin bref. Je continue. Alors, ensuite, on va partir sur Dragon Knight. Ouais, fallait forcément qu'il y ait des trucs avec juste des dragons dans le titre, quoi, et forcément aussi des dragons sur la pochette. Dragon Knight, premier album, ça vient de Finlande. Alors c'est marrant parce que d'habitude, les masques et les trucs un peu anonymes, on fait ça dans le black, quoi. Ou visiblement aussi, si on en croit Sleep Token dans les nouveaux trucs de pop metal. Mais c'est marrant parce que donc c'est du power metal à capuche, quoi. Enfin, ils sont tous anonymes, on n'a pas de nom vis-à-vis des membres du groupe, et sur les visuels, et je suppose sur scène aussi, même si je les ai jamais vus en concert, voilà, ça joue avec des masques et des costumes, et on sait pas qui c'est marrant. Alors, c'est pas du tout, mais alors pas du tout original, c'est du power metal mélodique qui fonctionne bien, qui parle de dragons, de chevaliers, et c'est à peu près tout, donc c'est un truc de fantasy assez classique. L'album en lui-même s'appelle Legions, encore une fois, c'est pas très inventif, et c'est peut-être l'album le moins inventif de tout stop, mais j'ai passé un bon moment avec. On est vraiment sur des clichés, c'est très kitsch, mais ça le fait plutôt bien. Et encore une fois, bon, nouveau groupe et premier album, et ça reste un bon premier album. Et dans ce genre de cas, je peux pas vraiment ne pas en parler. Il est certain que ces gens vont, je l'espère en tout cas, pouvoir produire des trucs intéressants et sans doute plus intéressants par la suite. C'est un bon début en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller y jeter une oreille également. Et puisqu'il est question de dragons, et aussi de nouveaux groupes, on part cette fois aux États-Unis avec un nouveau groupe qui a sorti son premier album qui s'appelle Exvamon. Je sais pas trop quoi en penser parce que ça ressemble à un Digimon plus qu'autre chose, mais bon, la pochette, il y avait un dragon, voilà, comme d'hab. Donc ça faisait pas Digimon, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette saloperie. Alors, on est sur un album et un groupe de power speed avec des gens qui sont tout jeunes, qui n'existent pas dans la scène en soi, hein. C'est certainement un peu leur premier vrai groupe et premier album. Et c'est très très bien, j'ai adoré. Power speed hyper nerveux, ça blaste régulièrement un peu comme mettons dans Dragon Force, le côté speed dans les riffs et dans le chant est vraiment assez marqué, et sinon on a des leads de power metal mélodique qui fonctionnent très très bien. Donc je sais pas vraiment ce que Exvamon veulent faire avec ce nom-là, hein. Ça aurait été un cover band de thème de Digimon, j'y aurais cru, mais c'est pas le cas. On est encore une fois sur quelque chose qui rapporte à la fantasy comme souvent dans le genre. Donc si ça c'est courant, leur approche du power speed, elle est bien foutue, et je pense qu'ils ont trouvé leur truc. Et je ne peux que vous conseiller d'écouter ça encore une fois. Mais bon, je ne vous parlerai pas d'album si je ne voulais pas que vous les écoutiez de toute façon. Donc Exvamon, encore un nouveau groupe à mon avis à suivre. On espère voir de nouveautés sympas dans le futur. Bon, ceci étant, il faut quand même que je parle aussi peut-être ici et là de groupes beaucoup plus connus, puisque là on part chez Nuclear Blast, donc on va parler d'un plus gros groupe, mais un groupe de power metal qui fonctionne bien et que personnellement j'aime beaucoup, c'est Majestica, qui est un groupe que j'écoute depuis que je suis vraiment petit, je pense 13-14 ans, sous leur précédent nom, Ring Seed, parce que je suis énormément fan de leur album 1912 là, qui reprend
qui reprend l'histoire du Titanic. Très bon public avec ce genre de choses aussi. J'adore les albums concept de toute façon, mais si en plus il y a des bateaux, que demande le peuple? J'aime bien les bateaux. Majestica, donc le groupe est apparu fin des années 2010, je crois avec un premier album qui a dû sortir en 2019, quelque chose comme ça. Et donc c'est du power sympho, mais vraiment excellent. Ça touche au speed metal aussi, et j'adore le chanteur, et je suis vraiment, mais alors vraiment très content que, donc il s'appelle Tommy Johansson, chanteur guitariste du groupe, très bon chanteur et très bon guitariste. Je suis vraiment très content qu'il se focalise maintenant sur Majestica et qu'il se soit barré de Sabaton, parce que c'était très clairement et de très loin le meilleur musicien de Sabaton. Mais je déteste ce groupe. Et c'était le seul truc à sauver de ce groupe-là, à mon sens. Bon, je suis vraiment content qu'il se concentre sur sa propre carrière et puis que ça marche bien pour lui aussi. Parce que moi, il a fait des albums que je trouve extraordinaires. Dans ma vidéo sur des trucs de métal de Noël, j'avais parlé de ce groupe-là notamment, parce que mon album préféré de Majestica, c'est leur album de Noël, qui est sorti en 2020, qui est une adaptation de Christmas Carol de Charles Dickens. Bon, il m'en faut pas beaucoup plus, moi, pour partir du principe que je vais trouver un truc cool. Mais dans tous les cas, que ce soit sur les précédents albums ou sur celui-ci, donc qui s'appelle Powertrain, c'est du power metal avec un côté néoclassique et avec énormément de claviers, des chœurs. C'est hyper propre, certains diront peut-être trop, mais je trouve que c'est exceptionnellement bien foutu. Même si cet album-là, on va dire thématiquement, me parle moins, on retrouve, comme on l'a souvent sur les albums, que ce soit Ring Seed ou Majestica, un certain thème de l'aventure qui, là, ici, se traduit par le voyage en train, que j'associe moi un petit peu avec ces très grandes lignes de train avec lesquelles on pouvait traverser les continents et toute l'Asie, ce qu'on peut techniquement encore faire si on est courageux en soi. Celui qu'on appelait l'Orient Express notamment, j'ai un petit peu cette esthétique là moi que je ressens derrière le projet de l'album. Je préfère les bateaux au train, on va pas se mentir. Mais quoi qu'il en soit, ça fonctionne très bien et c'est un super album. J'aimerais bien les voir en concert, je n'ai jamais vu ce groupe en concert et pourtant j'ai vu beaucoup de groupes de power metal et quasiment tous ceux que j'écoute depuis que je suis gamin, à part peut-être Majestica et Dragon Force que je n'ai jamais vu aussi. Mais sinon tous les autres et tous les plus cultes je les ai vus quoi. En tout cas tous ceux que j'écoutais quand j'étais gamin, parce qu'il y a des groupes cultes que j'écoutais pas forcément ou que j'écoute toujours pas trop, mais bon bref peu importe, je m'égare. Majestica, parmi les groupes on va dire les plus connus aujourd'hui de la nouvelle scène power metal, il y a eux qui sont au haut du panier. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça, ce sera mieux que Sabaton, ce sera mieux que pas mal de groupes dans la concurrence sur d'autres labels, moins de drama aussi, oui c'est à toi que je pense Glory Hammer, voilà, vous allez avoir du power metal extrêmement bien produit avec des chœurs de ouf, de super chansons. C'est aussi très fun pour le coup. Je reconnais que dans Majestica il y a quelque chose de très positif tout le temps, qui me permet, je suppose, d'équilibrer entre les moments où j'écoute ça et les moments où j'écoute du Death BM très clairement. Enfin bref. Bon, après Majestica, il faut que je parle d'un autre groupe culte qui est un de mes groupes de power metal préférés de tous les temps et que j'écoute depuis que je suis gamin et que je n'ai aussi jamais vu en concert, mais pour le coup j'ai une excuse, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué et on peut pas partir du principe qu'ils feront beaucoup de concerts. C'est Fairyland. Fairyland, c'est un groupe français qui vient de Nice, qui est vraiment un des meilleurs groupes de power metal de tous les temps. Je mourrais sur cette colline pour faire un anglicisme. Donc c'est un groupe que moi j'ai connu quand j'étais enfant, avec les albums In Words of Osheria par exemple, tous leurs albums c'est du banger monumental. C'est un groupe qui était mené par Philippe Giordana. Je dis était parce que Philippe Giordana est décédé en 2022. Cet album là sur lequel il travaillait, donc il s'appelle The Story Remains.
cet album-là sur lequel il travaillait, forcément n'était pas fini à sa mort. En plus, on va dire que Fairyland était un peu sur le retour, parce qu'ils ont sorti un précédent album en 2020 qui s'appelle Oshirianta, qui était très bien, mais leur plus récent album auparavant était sorti en 2009. C'est un album qui est absolument incroyable aussi, hein, comme tous leurs albums. Et ils étaient un peu sur le retour, mais bon, malheureusement, le cerveau du groupe est décédé alors qu'il avait 44 ans, il n'était pas vieux quoi que ce soit. Et le groupe aurait pu s'arrêter là, mais il y avait quelque chose de lancé. Il y avait, je crois, une volonté de maintenir l'histoire du groupe à flot. Et de finir ce qui avait été commencé au moins. Je ne sais pas s'ils vont continuer d'une manière ou d'une autre. Il reste toujours un des membres historiques du groupe, Wildrik Levin, qui a très clairement contribué avec la femme de Philippe Giordana à finir cet album, indubitablement. Je ne sais pas s'ils continueront, mais ce que je sais c'est que ils font leur premier concert depuis 16 ans au Danemark, à l'Epic Fest. Et j'ai un peu le seum parce que le Danemark c'est loin, et j'ai encore plus le seum parce que c'est un groupe français et que ils sont officiellement réactivés en soi, et pour le moment il n'y a personne en France qui les a fait jouer. Ça m'irrite un peu parce que il y a autant, je suis d'accord qu'il y a des tas d'autres groupes qui peuvent faire une espèce de power symphonique hyper théâtrale, mais il n'y en a pas qui le font aussi bien que ce groupe. Et je citerai pas un groupe français que j'aime pas trop qui fait exactement la même chose mais de façon très cheapos. Vous viendrez en MP si vous voulez savoir. Mais Fairyland est un groupe qui doit jouer à nouveau en France, même s'ils font que quelques dates et qu'après ils arrêtent parce que le fondateur du groupe est décédé. Il faut, s'ils ont prévu de faire quelques dates, il faut qu'ils jouent ici, et puis il faut que j'aille les voir aussi parce que j'en rêve. Et voilà, cet album-là, il a un goût un petit peu doux amer, parce que je suis très content d'avoir un nouvel album de Fairyland, aussi triste que ça s'approche de la fin. Le nom même de l'album, donc The Story Remains, touche un peu à ça finalement, puisque The Story Remains est le titre d'un assez long morceau qui fait presque 11 minutes, qui est sur leur album The Fall of an Empire, qui est sorti en 2006. À l'époque ça sortait chez Dapple Records, d'ailleurs aujourd'hui plus personne n'en a rien à branler de ce groupe, c'est dingue. C'est un morceau qui, sur cet album là, donc The Fall of an Empire, en gros parle du temps que, mettons, des héros, on est toujours dans ce caractère un petit peu fantasy, forcément, avec un nom comme ça, de héros avec qui on a passé du temps, et des héros perdus aussi. Et je pense que le titre a été choisi exprès pour cet album-là, certes en référence à ce morceau-là, mais aussi ça va un petit peu dans l'hommage à Philippe Giordana. Il y a d'autres, on va dire, boucles qui se bouclent justement dans cet album-là. Il y a une reprise d'un groupe qui s'appelle Hamka, qui est un groupe qui partage des membres avec Fairyland, et aussi d'anciens membres avec Elisa Martin, qui est une des meilleures chanteuses de tous les temps. Je mourrai aussi sur cette colline. Chanteuse espagnole qui a été la chanteuse au début de Fairyland par ailleurs, qui a été la chanteuse il y a bien longtemps aussi de Darkmoor. Pareil, on est sur vraiment les meilleures choses que le power metal a produites à l'époque. Et donc il y a une cover de Hamka avec elle en guest à la fin de l'album, et c'est plutôt cool aussi en fait d'avoir un petit peu le retour de personnes qui ont fait partie du microcosme de ce groupe sur l'album. Et sinon The Story Remains, il se détache un peu de la fantasy quand même, pour peut-être être dans des choses un peu plus terre à terre, un peu plus proche de notre monde. Je sais pas si c'est lié au décès de Philippe Giordana, de s'ancrer un peu plus dans le réel, si c'était une volonté aussi
dans ce qui avait déjà été écrit de paroles, puisqu'il y avait déjà des choses écrites et qui ont été notamment terminées par sa femme, si je dis pas de bêtises, puisqu'on voit dans les crédits Alicia Jordana, hein, et quand on recherche, on trouve du coup que c'était sa femme. On a toujours évidemment des choses qui rappellent la fantasy, on a des chœurs qui sont ouf, on a du coup un nouveau chanteur pour Fairyland pour cet album là que moi je ne connaissais pas mais qui s'appelle Archie Kane, qui est britannique. Il faut reconnaître que c'est un groupe qui a beaucoup changé de chanteur. Le précédent chanteur sur l'album qui est sorti en 2020, c'était, je sais plus son nom, mais le chanteur de Windrose, qui est un groupe qui marche bien ces dernières années. Il chante bien, clairement, et il fonctionne bien sur cet album-là. Et j'en suis honnêtement très content. Il y a toujours énormément de claviers qui font des trucs dans tous les sens. C'est très propre. Ce sera peut-être pas mon album de Fairyland préféré, parce que Fairyland est un groupe que j'écoute depuis que je suis enfant et qui est très cher à mon cœur. Et on va dire que notamment, les 3 premiers albums, je peux les enchaîner tous les jours quand tu veux, quoi. Et forcément, du coup, il y a une part trop subjective dans tout ça qui fait que je suis extrêmement attaché à certaines choses et je peux pas apprivoiser de la même manière un nouvel album de Fairyland, parce que tout simplement, je n'ai plus 14 ans, hein, parce que quand j'ai découvert ce groupe, j'avais 14 ans, hein, j'avais 14 ans quand le dernier album qu'ils avaient sorti avant que le groupe se réactive ne sorte. Donc forcément, j'ai une approche adulte qui est pas pareille. Il y a toujours un émerveillement qui est associé avec ce rapport à l'enfance, en vérité. Mais bon, c'est vrai que j'ai plus 14 ans, pas de bol. En tout cas, si je puis dire quelque chose, c'est que même si Fairyland doit, mettons, se finir ici, c'est un groupe qui aura marqué le power metal français, mais le power metal tout court aussi. Ça reste un groupe un peu plus de niche, mais je connais pas un seul vrai fan de ce genre musical qui est pas un gros fan de ce groupe. Voilà. Évidemment, il faut creuser un peu plus que pour les groupes les plus connus du genre, mais dans la niche qu'est le power metal, c'est un des meilleurs groupes qu'on ait fait en tout cas depuis que le genre existe. Bref. Je continue. Fin de la séquence émotion avec Fairyland. Je continue cette fois-ci avec un groupe qui nous vient du Canada, de Toronto, précisément, qui est un groupe que j'apprécie beaucoup aussi, qui n'avait pas sorti d'album depuis 11 ans, donc retour très attendu pour ma part. C'est un groupe qui s'appelle Crimson Shadows, qui d'ailleurs étaient eux aussi signés chez Napalm Records auparavant. Sur leur dernier album qui est sorti en 2014, c'était Napalm. Aujourd'hui, ils ont sorti leur nouveau disque en indépendant, Crimson Shadows, donc qui sortent Whispers of War, donc vous pouvez voir la pochette ici. C'est un groupe qui fait un mélange de power metal mélodique et de death mellow, et ils le font super bien, en oscillant avec un chant qui des fois est plus death metal, des fois plus black. Le guitariste chante en clair aussi pour des ponts et des chœurs très typiquement power metal. On est toujours sur un registre fantasy, hein, toujours guerrier pour le coup avec ce groupe là, et ça marche super bien. Leur album précédent, hein, qui s'appelle le nom va pas me revenir en plus, hein. Mais c'est pas grave, la pochette est plus ou moins rouge-rose et je l'ai là en plus en vinyle. J'en suis super fan. Ils ont peut-être été un peu moins ambitieux sur ce nouvel album, parce que y a pas de morceau de 10 minutes. Mince alors, bon c'est pas grave, vous me direz. Mais je suis toujours bon public avec les morceaux longs. On est plutôt sur du format 4-5 minutes dans l'ensemble. C'est un album qui est quand même dans la lignée de ce qu'il faisait avant. Il n'y a pas un renouveau total, mais ça marche très bien. C'est genre que leur 3e album, hein, même si le groupe existe depuis presque 20 ans. Dans tous les cas, c'est le genre de truc que
que l'on peut écouter pour se motiver, dirais-je, parce que malgré le côté guerrier de ce que propose le groupe à la fois thématiquement et musicalement, pas mal aussi, ça donne la patate. Moi, c'est un groupe qui m'a toujours donné la patate. Je suis vraiment content qu'ils aient sorti un nouvel album parce que c'était pas dit. Le chanteur originel était parti du groupe en 2016 et j'ai fait oh, parce qu'en plus j'aime bien sa voix crier. Et il est revenu quelques années plus tard. Le groupe avait rien sorti, hein. Finalement, entre temps, le chanteur avait été remplacé pour quelques concerts. J'étais pas convaincu, mais il est revenu. Ils ont sorti un album finalement dans la trempe de ce qui sortait avant. Et 11 ans plus tard, c'est un bon retour, je trouve. Et moi je fais partie des fans hardcore peut-être de ce groupe-là, puisqu'il faut reconnaître que des groupes mélangeant death mellow et power metal, il n'y en a peut-être pas tant que ça, si on exclut évidemment Children of Bodom, hein, qui est la figure de proue de ça. C'est pas forcément facile à faire, et moi le premier, je suis pas un très bon client du death mellow, j'en ai beaucoup écouté quand j'étais gamin. Et après finalement avec le power metal je suis devenu hyper exigeant parce que je trouve que tout est nul ou tout est trop facile des fois, avec Crimson Shadows on fait un très bon mélange des deux. Ensuite on passe la frontière et on va aux États-Unis avec un groupe qui s'appelle Helm's Deep qui a sorti son deuxième album chez No Remorse Records. Je ne connaissais pas ce groupe, j'ai juste vu passer la pochette, je me suis dit elle est hideuse, ça va être génial. Mais hideuse au sens, pas au sens moche, mais au sens mais qu'est-ce que c'est que cette idée-là, comme vous pouvez la voir. Donc l'album s'appelle Chasing the Dragon, et il y a dessus un dragon avec une armure et des réacteurs. Donc les dragons on avait l'habitude dans le power metal, mais les réacteurs dessus non, pas encore a priori. Ça m'a fait marrer, et je me suis dit mais quelle idée. Et allez, allons écouter ça. En plus l'album s'appelle Chasing the Dragon, moi je suis un peu neuneux, je fais chasser le dragon comme sortilège. Et je l'écoute et je fais attends, c'est quoi ça? Parce que l'album commence sur une intro qui a l'air mais d'avoir rien à voir, mais rien à voir avec le reste de l'album, qui s'apparente presque à un cliché raciste de ce qu'on imagine des fois de musique qui pourrait venir d'Extrême-Orient. Et je fais oh là là, dans quoi je me lance? Et après l'album commence véritablement et je me rends compte que c'est vachement bien. C'est du heavy power épique avec de super leads, et je réalise aussi que le chanteur, je l'avais déjà entendu ailleurs. En fait c'est un vieux qui a 67 ans, hein, on chante ce nouveau groupe, hein. C'est le chanteur bassiste de Raven, un groupe archi-culte de la New Wave of British Heavy Metal. Et donc, lui, il s'est relocalisé aux États-Unis il y a longtemps déjà, et aux États-Unis, il a monté ce groupe-là qui s'appelle Helm's Deep, avec lequel il a sorti du coup 2 albums. Et autant je vois pas le rapport entre le gouffre de Helm et chasser le dragon et les réacteurs, mais c'est pas grave, c'est vachement bien. C'est une esthétique peut-être décousue par rapport à ce qu'on est susceptible de croire attendre, mais l'album est vraiment vraiment très très bien. Si vous aimez le heavy power epic qui shred, vous allez passer un agréable moment. Et si vous aimez les trucs kitsch stupides où il faut chasser le dragon, c'est ce qu'il vous faut, très clairement. Donc Helm's Deep, très bonne découverte parce que je n'étais pas tombé sur leur premier album quand il est sorti, je suis arrivé avec celui-ci et c'est bien en fait. Allez, il me reste 3 albums. Bon, on retourne en Italie pour le suivant. On va parler d'un groupe que j'ai découvert il y a... maintenant, il y a peut-être 7-8 ans presque. Un groupe qui s'appelle Ancient Bards, qui joue du power sympho. Ça vient d'Italie, comme souvent avec le power sympho, hein, c'est comme ça. Et ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Artifacts. Alors comment est-ce que j'ai connu ce groupe-là? En fait, c'est très très simple. Le bassiste de ce groupe s'appelle Martino Garatoni,
Et j'ai connu ce type tout simplement parce que c'est depuis quelques années le nouveau bassiste de Neoblivis Caris, qui est un de mes groupes de prog extrême favoris. Et mes groupes favoris, je regarde, bon, ils font quoi les membres, et s'il y a un nouveau membre, il vient d'où lui? Et là je vois Ancient Bards, oh tiens, c'est du power metal, on va aller voir. Et je fais, ok, c'est vachement bien. J'avais écouté donc leur album le plus récent à l'époque, un album qui est sorti en 2019 que j'ai là d'ailleurs parce que je les ai vus en concert il n'y a pas longtemps et il fallait que je le rachète parce que c'est un album que je trouve très bien. Je découvre en fait un groupe de power metal avec des influences extrêmes assez avouées, avec un guitariste qui chante en saturé aussi quand c'est nécessaire, avec des fois le blast beat un petit peu facile, avec une chanteuse qui a une voix formidable. Du coup voilà, une oscillation entre chant saturé et chant clair que je peux facilement apprécier dans ce genre là, et un bassiste, moi je l'avais déjà vu jouer avec Neoblivis Caris, donc je savais qu'il était compétent et qu'il pouvait jouer de la 6 cordes fretless et faire des solos de basse, donc j'en demande pas plus. Et bon, un groupe de power metal avec des solos de basse, c'est quand tu veux. Vous avez des solos de guitare, des solos de basse et des solos de clavier qui s'entremêlent. Évidemment, plus il y en a, plus il y en a. Et sur leur nouvel album, Artifacts, ils continuent à construire leur propre imaginaire de fantasy, parce que bon, comme souvent, encore une fois, c'est un groupe qui parle de fantasy, mais plutôt que comme des tas de groupes, mettons, s'inspirer de Donjons et Dragons, du Seigneur des Anneaux, je sais pas moi, par exemple, les contes de Terre-Mère de Ursula Le Guin, ou je sais pas, n'importe quelle saga finalement de fantasy, et il y en a des tas. On pourrait mentionner aussi la saga d'Elric, tous les trucs de Moorcock dans l'absolu, Conan le Barbare, il y a un certain nombre d'imaginaires littéraires qui ont construit le power metal. Et à côté, il y a quand même des groupes comme Ancient Bards qui construisent leur propre univers de fantasy sur une histoire autour d'une épée de cristal magique. Non pas que ce sont des choses qu'on n'ait pas pu voir ailleurs dans la fantasy au sens large, mais ils ont le mérite de construire leur propre saga, leur propre univers, avec les codes de la fantasy et indéniablement influencés par des choses qui existent déjà. On fait pas ça sans rien. J'ai aucun doute sur le fait que ce sont des gens qui lisent, regardent, jouent à de la fantasy, mais j'aime bien, quoi. Ils ont vraiment leur propre univers et c'est agréable de voir ce genre de choses-là aussi, même quand on est toujours bon client avec les choses qui reprennent des univers de fantasy que l'on connaît, qui nous sont familiers, dont on est fan, ce qui est mon cas pour toutes les choses que j'ai pu vous citer. Et donc voilà, avec Artifacts, on est encore sur ce genre de power sympho avec quelques influences extrêmes qui est très over the top sur tous les arrangements, les chœurs, les claviers, avec des solos de basse quand c'est nécessaire. Je suis hyper fan. Je préfère leur album d'avant à la limite, parce qu'il m'avait vraiment marqué. C'est super bien, c'est super propre. Et c'est un groupe qui tourne très très peu. On est allé les voir avec un ami à moi dans un festival en Italie où il y avait une journée avec que du power metal. On a enchaîné ça, ensuite Vision Divine, Twilight Force, Rhapsody, Stratovarius, c'était un truc de malade. Je savais que c'était un groupe qui tournait pas beaucoup et je me voyais pas avoir d'autre opportunité que de les voir en Italie. Et en fait, ça s'est expliqué très simplement, puisque à la fin du set, il y a le gamin de la chanteuse et je crois du coup du guitariste qui pop qui a l'air d'avoir 3-4 ans, c'est une raison tout à fait valable pour pas tourner à perpète. C'est pas un groupe hyper connu ou quoi que ce soit, naturellement il n'y a pas de bonnes occasions de les voir en concert. En tout cas, elles sont trop rares. Toutefois, si jamais un jour ils jouent pas loin de chez vous, allez les voir, ce sera un très bon concert. Bon, cette fois-ci, il ne me reste plus que 2 albums à mentionner. 2 albums qui, contrairement à tous les précédents
dont j'ai parlé. J'ai écouté tous les albums précédents, je les ai écoutés plusieurs fois. Il y a des morceaux dans tous qui m'ont marqué d'une manière ou d'une autre. J'ai trouvé ouais ça c'est quand même vachement bien. Mais alors là les deux derniers, mais je les ai poncés un truc de malade. Bon, l'un parce que c'est un de mes groupes de power metal préférés depuis toujours et le groupe qui a sorti l'album que je considère comme mon album de power metal favori, même si j'en ai plusieurs et j'arrive pas à les départager, mais bref. Et bon, il se trouve qu'on parle de groupes qui sont issus de la même scène, du même endroit et qui partagent des membres. Donc bon. On va commencer avec le petit nouveau, parce que autant le numéro 1 dans cette petite liste est un groupe qui existe depuis quelques années maintenant, mais l'autre est tout neuf. C'est un groupe qui s'appelle Beholder, qui, comme son nom l'indique, pour les gens qui savent en tout cas et qui auront la ref, est très inspiré de Donjons et Dragons, Beholders étant des créatures que l'on trouve dans les sous-sols des univers de Donjons et Dragons. Vous savez, ces grosses créatures avec gros yeux au milieu, des petits yeux et tout, enfin le genre de truc que tu veux pas croiser. Hein. De toute façon, il y en a un sur la pochette. Je vous invite à aller regarder sur le net si vous voulez la voir avec plus de détails de toute façon. Hein. Donc Beholder, c'est un groupe tout nouveau mené par Carlos Alvarez et John Yelland, le chanteur des Judicator, qui est le groupe, vous vous en douterez, dont je parlerai juste après. Bon, et bah moi, tous les groupes dans lesquels John Yelland a chanté, je les ai tous écoutés, je les ai tous adorés, j'adore ce type, j'adore tout ce qu'il fait. Et Beholder ne fait pas exception, en plus de parler de Donjons et Dragons. Carlos Alvarez était quelqu'un qui avait déjà contribué à des solos en guest sur des précédents albums de Judicator, donc j'avais déjà vu passer son nom en vérité. Bon, moi j'aime bien Donjons et Dragons. Je peux pas prétendre être un fan hardcore de Donjons et Dragons, mais j'ai fait des parties de jeux de rôle avec des potes de Donjons et Dragons, jeux de rôle papier je veux dire. J'ai joué à des jeux vidéo Donjons et Dragons, j'ai joué à une pléthore de RPG qui héritent énormément de choses de Donjons et Dragons. De toute façon, Donjons et Dragons est un inévitable dans le jeu vidéo et dans le RPG en particulier, puisque la base du RPG moderne a quand même beaucoup été exploitée à partir de séries comme Wizardry, qui sont très littéralement des adaptations de règles de Donjons et Dragons en jeu vidéo. Enfin bref, je suis aussi un très grand fan de Dungeon Crawlers et donc de tous ces jeux dans l'héritage de Wizardry aussi, des jeux hyper austères à la première personne où on passe son temps à se faire rouler dessus par des créatures plus dantesques les unes que les autres. Ça, c'est ma came. Bon alors, quand vous avez un album qui s'appelle Beholder, avec un chanteur que j'adore, avec des morceaux comme Dungeon Crawl, je fais ah bah ça j'écoute direct, Into the Underdark, Eyes of the Deep, Draconian, bon enfin, là j'étais ultra chaud dès le départ. Et ce que je ne vous ai pas dit, bon l'album s'appelle In the Temple of the Tyrant, c'est un sous-genre du power metal que j'affectionne particulièrement et on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de groupes qui fassent ça. C'est ce qu'on appelle le power doom et eux ils font une espèce de genre de power doom épique dont je vais être le client max. Vraiment, ça c'est fait pour moi. En gros, c'est simple. Vous aimez Blind Guardian, vous aimez Candlemas, vous allez aimer ça. Ça prend tout ce qu'il faut de ses inspirations pour en faire exactement ce qu'il faut et c'est extraordinaire, vraiment. Il y a aussi d'ailleurs pour les gens que ça peut intéresser, il y a le chanteur d'Amorphis en guest pour crier sur un morceau, pourquoi pas. Ça peut être pertinent et puis ça permet d'offrir des choses un petit peu différentes sur l'album. C'est un incroyable banger avec ce même ami avec qui on allait en Italie pour se faire une fiesta power metal. Quand c'est sorti, je lui ai dit écoute ça et c'est déjà un de ses albums préférés de tous les temps hein. Et moi c'est clair que dans le power metal au sens large ça va rester un de mes albums préférés je pense pour les années à venir.
puisque je l'écoute vraiment beaucoup, et rien que le morceau Into the Underdark, je passe mon temps à le chanter tellement je trouve que c'est un banger, mais bref. Et donc Beholder, je vais pas m'arrêter d'en parler là, parce que bon, on a donc cet album là, In the Temple of a Tyrant, qui est leur premier, qui est sorti chez Black Lion Records d'ailleurs, qui est un label qui était plus connu pour sortir des trucs de death de black. Très content qu'ils sortent ça, parce que ça a permis de pouvoir acquérir cet album en Europe plus facilement, puisque les albums de Judicator, puisque c'est un groupe américain et qui sortait sur un label américain, c'était un peu plus chiant. Enfin bref, Beholder, je suis bien obligé de continuer à en parler, puisque s'ils ont sorti ce premier album plus tôt dans l'année 2025, fin octobre, ils se sont dit qu'ils allaient sortir un EP supplémentaire, donc je me dois bien de le mentionner. Cet EP s'appelle Tower of a Broken God. Vous avez la pochette ici. Pardon. Et pochette assez cool aussi, avec cette espèce d'olifant zombie dont j'ai peut-être pas forcément trop envie de m'approcher, parce que sinon il va certainement m'écraser la gueule. Mais donc, un petit EP où il y a juste 2 titres. Donc un qui s'appelle Tower of the Broken God, et une cover de Savatage. Et pourquoi pas. Et évidemment, le morceau de Savatage en question, si vous connaissez le groupe, vous pourrez peut-être le deviner, c'est le morceau The Dungeons Are Calling. Naturellement, dirais-je. C'est peut-être le morceau originel de Heavy à Donjon, quoi. Et donc pour un groupe qui parle de Donjons et Dragons, quoi de mieux que de faire une reprise de Savatage de The Dungeons Are Calling. Donc voilà, Beholder, c'est vraiment, mais alors vraiment super bien. Je ne peux que vous le recommander. Et je vais donc finir ce top avec, vous l'aurez compris, le principal groupe de John Yalland, Judicator, qui est un album formidable. Cet album s'appelle Concord, pochette rouge comme vous pouvez le voir ici. Et c'est un retour sur les thématiques plus historiques. Judicator oscille entre des albums personnels qui parlent de sa vie à lui, à John Yalland, et toujours de trucs extrêmement fun. Mon album préféré du groupe, c'est celui de 2015, At the Expense of Humanity, qui parle de la mort de son grand frère d'un cancer. Sympa. Le précédent album de Judicator, qui s'appelle The Majesty of Decay, lui parlait du cancer de son père. Encore le fun. Mais entre ça, le groupe parle souvent d'histoire, souvent d'antiquité ou d'histoire médiévale aussi, à travers différents événements. Le premier album s'appelait King of Rome, on était plutôt dans l'antiquité. Si on regarde un album comme Let There Be Nothing, on est un petit peu dans les croisades. Sur The Last Emperor, on était aussi d'ailleurs un petit peu dans ce côté croisé. Dans tous les cas, c'est bien, peu importe ce que ça raconte. Et j'étais surpris parce que ce nouvel album, Concord, s'il a cette teneur, cette approche historique aussi, lui ne parle pas de quoi que ce soit de si vieux. Et c'est là que c'est intéressant, puisque Judicator est un groupe américain, va s'appesantir sur un élément important de l'histoire américaine, et notamment en grande partie sur ce que raconte l'album, et on s'en rend compte sur la pochette, sur ce concept du Far West et de la ruée vers l'Ouest notamment. Ça change, et c'est intéressant de voir un groupe américain finalement s'approprier un minimum l'histoire de son pays. C'est un bon moyen finalement de véritablement américaniser d'une certaine manière historiquement ce que l'on produit. Non pas que évidemment d'un point de vue américain l'histoire européenne n'est pas intéressante, elle a forcément influencé l'histoire des Amériques, pas seulement des États-Unis, mais finalement il y a
beaucoup plus de groupes qui vont repartir d'influences qui viennent du vieux continent plutôt que de celles du nouveau. Et ben voilà, sur cet album-là, ils le font très bien. Donc Judicator, c'est du power prog. Et c'est de l'excellent power prog. C'est une référence du power metal américain de toute façon, ce qu'on appelle couramment USPM. Et j'en suis toujours un fan énorme. Il y a beaucoup de variétés entre des trucs un peu plus chill, des trucs très résolument power, des trucs de prog un peu jazzy. Il y a même un morceau avec du saxophone si vous voulez. Hein. Et des trucs un petit peu plus extrêmes ici et là. Toujours un côté aussi avec des références assumées à des éléments littéraires et historiques. Je serai toujours bon client avec ça parce que c'est fait avec sérieux, c'est fait avec du cœur, j'en doute pas une seconde. Et il y a un morceau qui m'a encore plus marqué que les autres, qui est le dernier sur l'album, qui est le morceau Blood Meridian. Pour les gens qui se seraient intéressés à la littérature américaine, Blood Meridian, c'est un long bouquin, d'ailleurs qui a la réputation d'être un peu imbitable, et je ne peux pas cacher que c'est un bouquin qui n'est pas facile à lire, et qui n'est de toute façon pas très fun, qui est sorti, je sais plus la date exacte, 1985, donc c'est un bouquin relativement récent, qui est écrit par un auteur qui s'appelle Cormac McCarthy, qui est quelqu'un plutôt connu quand même en littérature américaine moderne. Et donc c'est un bouquin qui est ancré dans le Far West. Je vous spoile pas tout, mais après à la limite vous pouvez lire les paroles du morceau, mais qui raconte l'histoire d'un type qui a une vie de merde de la naissance jusqu'à la fin, très clairement. Une histoire un peu de coming of age d'une certaine manière, et aussi de vengeance vis-à-vis d'un personnage qui s'appelle The Judge, le juge dans ce bouquin-là. Et le morceau en question, Blood Meridian, je me ferai un plaisir de vous le faire écouter hein, dans la playlist si vous le souhaitez, reprend très bien en finalement seulement 8 minutes l'idée derrière ce bouquin et derrière son personnage principal et son antagoniste. Ouais, je le trouve excellentissime, c'est un des meilleurs morceaux du groupe à mon avis. Enfin bref, c'est un groupe Judicator qui n'a joué qu'une seule fois en Europe. Je parlais de l'Epic Fest tout à l'heure, où Fairyland va faire son premier concert depuis 16 ans en avril prochain. À l'édition de l'année dernière, Judicator a fait son premier concert en Europe. Rien d'autre. Ça fait chier. L'Epic Fest, j'aimerais beaucoup y aller. Cette année aussi, hein. Mais bon, je compte pas trop dessus, c'est pas évident. Mais ça a l'air extraordinaire. Des festivals, on va dire, de heavy, où il y a du power dedans, ça existe, mais des festivals où il y a que du power metal, il n'y en a pas beaucoup, et en Europe, c'est le seul que j'ai en tête, genre festival dédié au power metal, et ça a l'air extra. Un jour peut-être, je suis jamais allé au Danemark en plus. Enfin bref. Donc Judicator, Concord, un album plutôt ancré cette fois-ci dans le Far West. Un excellent album de power metal progressif, un groupe dont je vous recommande l'entière discographie, même si peut-être que sur leur premier album notamment c'est indubitablement encore pas forcément bien fini, hein. L'album n'a pas une super prod ou quoi que ce soit, mais il y a des choses bien partout, et ils ont un tas de trucs excellents dans toute leur discographie. Et c'est à mon sens un des meilleurs groupes de power metal moderne. Et c'est dans les groupes de power metal moderne, moi, mon préféré. Puisque après, il y a plein de groupes issus des années 80-90 dont je vais être très fan. Voilà, sur les récents, mes préférés c'est Judicator et Galnerius. Et sur les originaux, vous connaissez certainement mon affection pour Blind Guardian et pour Rhapsody aussi. Et Stratovarius, qui est un de mes groupes favoris de tous les temps. Enfin. C'est le moment ou jamais quand même de conclure cette vidéo, puisque j'ai fait le tour un petit peu de ces 18 albums. J'espère que vous y trouverez des trucs qui vous plairont. Encore une fois, on discute de vos écoutes en commentaire.
Vous pouvez écouter des extraits de tous ces disques dans la description et en commentaire également dans la playlist dédiée. Vous m'en direz des nouvelles. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau top. Là, le précédent avant celui-ci c'était Grind. Là, on est sur un truc plus chill. Donc je pense que le prochain top, on va retourner dans un truc de gens autistes qui adorent le bruit. Hein. Allez. Ceci étant, à la prochaine. Et écoutez du power metal très fort. Salut.